Bonjour, aujourd'hui on va parler des convertisseurs numériques à analogiques, en anglais les DAC pour Digital to Analog Converter. Le plan de la présentation, on va voir différentes façons de faire des convertisseurs numériques à analogiques. Je vais vous montrer le circuit amplificateur inverseur, ensuite le R2R, puis on va le faire aussi avec un PWM auquel on va ajouter un filtre. Je vais aussi discuter avec vous des CNA externes, donc CNA là, c'est pour en français. Et on va terminer avec des démonstrations. Bon, jusqu'à présent, avec la T-Mega, on a créé des signaux qui étaient on ou off. Donc, où on avait des amplitudes là, qui étaient 0 ou 5 volts, donc on ou off ou 0 ou 5 volts dans le temps. Puis ce qui nous permettait de, par exemple, jouer avec des LED, communiquer avec le LCD. Puis, on a fait aussi du contrôle, par exemple, de servomoteur. Mais comment est-ce qu'on pourrait générer de l'audio, par exemple? Ça, c'est pas quelque chose qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et directement à partir du ATmega, c'est pas quelque chose qu'on peut faire non plus. Parce que pour le faire directement, ça nous prendrait un convertisseur intégré qui ferait la conversion numérique à analogique. Bon, malheureusement, le ATmega qu'on a, lui, a seulement des sorties numériques. La seule chose qui s'approche directement de l'analogique, c'est les PWM. Les PWM qu'on a déjà utilisés pour faire, par exemple, du contrôle de vitesse sur les moteurs. Mais pour faire de l'audio, c'est une autre histoire. Donc, on va voir différentes façons de faire pour créer des signaux analogiques à partir de notre ATmega qui n'a pas de sortie en ce moment analogique dessus. Le convertisseur numérique analogique pourrait nous permettre de créer des ondes sinusoïdales, des ondes triangulaires, des ondes en dents de scie, en fait à peu près n'importe quelle forme d'onde, contrairement à ce qu'on est capable de créer en ce moment qui est des ondes plus de type carré. Bon, l'acronyme CNA, souvent, on va plus utiliser le DAC pour l'acronyme anglais. C'est des raisons de simplicité, entre autres quand on va chercher les composantes là, sur tous les sites. Les sites sont en anglais, donc c'est sûr qu'on va chercher plus des DAC que des CNA. On ne trouvera pas grand-chose avec les CNA. Pire encore, si un jour on cherche l'inverse, donc le convertisseur analogique à numérique, qui est un CAN, ben on va se ramasser avec un truc de communication parce que le CAN, c'est un acronyme en anglais pour un mode de communication série spécial là, très utilisé en automobile. Donc, on va préférer les acronymes anglais pour parler des convertisseurs. Donc, on va mélanger un peu les deux dans cette présentation-là, mais soyez pas étonnés d'entendre beaucoup DAC sortir. Bon, comme on a dit, on n'en a aucun sur notre ATmega 32.4. On va voir des façons alternatives de générer ces signaux analogiques-là à partir de notre même ATmega 32.4. Bon, il y a plusieurs approches. La première, on l'a déjà évoqué, on a déjà utilisé le PWM là, pour contrôler la vitesse des moteurs. On a aussi utilisé le PWM pour contrôler l'intensité du rétroéclairage, avec des fréquences d'oscillation plus rapides que la perception de l'œil. Donc, quand on était capable d'avoir des périodes, quand on était capable d'avoir des fréquences de PWM supérieures à ce que l'œil est capable de percevoir, mais nous, on voyait en fait une intensité qui était maintenue à différentes intensités. Mais en réalité, il y avait une oscillation. Donc, le LED il est activé, éteint, mais tellement rapide que l'œil ne voit pas la différence. Donc, à ce moment-là, on n'avait pas besoin d'ajouter de filtre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir une approche où on va ajouter un filtre passe-bas, un genre d'intégration qu'on va faire sur notre PWM pour en sortir vraiment un signal analogique. Une autre façon de faire, c'est de créer un genre d'additionneur avec un amplificateur inverseur. Une autre façon très commune qu'on va voir aussi, c'est le convertisseur résistif où on utilise un rapport de résistance 1 à 2, donc d'où le R2R, par exemple une 1K et des 2K mélangés ensemble. On va voir aussi qu'il existe des convertisseurs externes, donc on peut rajouter, avec lesquels on va communiquer de façon série ou parallèle. Si on revient au concept du signal PWM. Alors, on a une impulsion. Dans ce cas-ci, on a un 50% là, qui est illustré à l'écran, pour lequel on a une période, la période du PWM, sur laquelle on va faire varier le temps qui est activé par rapport au temps qui est inactif. Donc, la durée du niveau haut par rapport aux durées du niveau bas.
Puis on avait vu là, que le ratio du T1 sur grand T, ça nous donnait le duty cycle, le rapport cyclique qui dit au fond quel pourcentage de temps on est activé dans la durée de temps. Donc le cycle actif, on disait que c'était T1 sur T1 plus T off qui correspond à grand T. Mais si on avait à faire la tension moyenne obtenue, bien, on pourrait dire que c'est la tension de référence, bon, dans ce cas-ci, ça serait la tension haute qu'on a ici, multipliée par le cycle actif. Donc, à partir de notre signal 0,5 volts, pour lequel ici, là, on a un duty cycle de 50%, si on faisait la moyenne, donc à l'aide par exemple d'un fil passe-bas, comme on va voir, bien, on pourrait obtenir 2,5 volts. Donc, c'est l'idée qu'on va avoir ici. Là, si on avait 25%, on aurait 1,25 volts, par exemple. On va pouvoir changer comme ça la tension analogique créée à la sortie de notre circuit. Donc, l'idée simple de base, comme on disait, c'est qu'on veut extraire donc, la valeur moyenne de ce signal-là. Puis, ce qu'on fait, bien, on passe simplement ça à travers un circuit RC. Donc, il faut savoir, le circuit RC, c'est la première approche la plus simple, c'est juste pour l'expliquer, et c'est habituellement un fil que vous comprenez déjà assez bien. Donc, pour la fréquence de coupure, on se rappelle que la fréquence de coupure, c'était 1 sur 2pi RC. Donc, si on fait un premier exemple où on place la fréquence de coupure à 50% de la fréquence du PWM. Donc, supposons ici qu'on a un PWM qui a une période de 10 microsecondes, donc l'équivalent d'une fréquence de 10 kHz. On va fixer FC, donc notre fréquence de coupure, à 50 kHz. On va regarder le résultat. Donc, pour ces calculs-là, j'ai fixé d'abord mon condensateur. Donc, c'est sûr, quand on fait un RC, habituellement, on part du condensateur parce que il y a habituellement plus de valeurs de résistance disponibles que de valeurs différentes de condensateur. Donc, c'est plus simple de partir du condensateur dans ce cas-ci. Alors, si on revient à notre fréquence de coupure qui était égale à 1 sur 2pi RC, nous, on connaît la fréquence de coupure, on connaît notre condensateur, donc ça devient assez facile de déterminer la résistance. Dans ce cas-ci, notre calcul nous donne 318 ohms. Alors, ici, on a notre circuit qui a été simulé dans Multisim. Bon, on ne voit pas les valeurs, mais elles sont décrites ici. Donc, 10 nanofarad, 318 ohms, vous pourrez les essayer. Et le PWM que je génère, qui lui fait un 0,5 volts à une fréquence de 100 kHz. Donc, on peut voir là, à peu près ici, là, il y a son 10, c'est sûr que l'échelle elle est drôlement faite là, en ce moment, mais on voit qu'il y a à peu près 10 microsecondes par période. C'est ce qu'on recherchait. Et le résultat, on voit que l'onde de sortie, elle a quand même une grosse composante en fréquence dedans. Donc, ce que ça nous dit, c'est probablement que notre FC est trop haut. Donc, on laisse passer trop de fréquence encore. Maintenant, on va essayer un FC à 1%. Donc, on va être très radical cette fois-ci. On va aller beaucoup plus bas. Donc, on garde encore notre 10 nanosfarad et on va calculer la résistance. Donc, la résistance est maintenant de 15 kΩ, donc 15,9 kΩ. Maintenant, si on regarde le résultat, mais là, j'ai sorti un peu l'échelle pour que vous puissiez voir. Donc, ce qui arrive, c'est qu'au lancement, le condensateur est vraiment déchargé et les petites impulsions ne suffisent pas à faire monter la tension de notre condensateur. Mais c'est un peu ça qu'on veut en réalité, parce qu'on a vu, si on est trop bas ici, donc si on a une résistance trop rapide à charger le condensateur, on voit la courbe très forte parce qu'on décharge aussi très rapidement. Alors que si on augmente la résistance, comme on vient de faire dans les 15 cas, là, on voit que j'arrive pas à charger dans la petite impulsion le condensateur, mais à long terme, on arrive avec une onde là, qui arrive à 2,5 volts avec une petite oscillation. Donc, il va encore avoir une oscillation. Je vous rappelle, un filtre RC, c'est pas parfait là, comme approche. Donc, c'est vraiment un petit filtre. On pourrait améliorer nos performances en ayant des meilleurs filtres, par exemple. Alors, qu'est-ce qui arrive si on va un petit peu entre les deux? Donc, au lieu d'aller au 1%, parce qu'avec le 1%, comme on peut voir, le problème qu'on a, c'est aussi, ça a pris quand même un certain temps avant d'atteindre notre tension. Hein? Mettons, on pourrait dire ici 500 microsecondes environ avant que ça soit vraiment à notre tension de 2,5 volts.
Donc, à partir de 0, ça a pris quand même beaucoup de temps. Donc, on pourrait dire, ici, on sait que notre période de PWM, c'est de 10 microsecondes. Mais ça nous a pris 50 périodes au total de notre PWM pour atteindre notre point de tension. Donc, naturellement, ça va limiter peut-être un peu notre possibilité de faire des signaux très dynamiques à 1%. Mais on voit que le signal de sortie, même avec un filtre relativement simple, on a quand même un signal qui pourrait éventuellement avoir à peu près notre 2,5 volts avec très peu d'oscillation quand même. Si on regarde maintenant, on dit OK, ben le 1%, c'est le fun, j'ai un beau signal de sortie, mais c'est très lent à stabiliser. Donc, ce que j'aimerais, c'est être un petit peu plus dynamique, puis voir qu'est-ce que ça va avoir comme effet. Donc, maintenant, je refais le calcul, mais cette fois-ci, je vise une fréquence de coupure à 10%, ce qui veut dire que je vise 10 kHz dans notre cas à nous. Je conserve encore mon condensateur à 10 nanofarad. Je me ramasse avec une 1,59 ohms, donc 1591 ohms. Si on regarde maintenant la simulation dans Multisim, ça stabilise beaucoup plus rapidement, mais comme on devait s'y attendre un petit peu, ça oscille un petit peu plus. Donc quand même beaucoup plus, même quasiment 1 volt. Là, si on regarde ici, là, on oscille entre 2 et 3 volts. Mais on a stabilisé beaucoup plus rapidement parce que ici la tension a stabilisé là, presque après une dizaine de périodes, ce qui est très rapide là, comparé à l'autre. C'est 5 fois plus rapide en fait. Bon, on va voir, ça va être un peu ça le problème avec l'approche avec PWM, ça va être toujours de décider est-ce que je veux avoir un signal qui réagit très rapidement ou je veux un signal qui est très bien intégré puis que j'ai presque pas d'oscillation à la sortie. Ça va être notre choix un peu entre les deux tout le temps qui va être difficile à faire. Qu'est-ce qui arrive si on décide d'ajouter une inductance à notre filtre, donc de passer à un filtre RLC? Donc, un des avantages premiers, ça serait naturellement que la coupure va te passer de moins 40 dB par décade contre moins 20 dB avec notre filtre qu'on avait RC. Bon, en ayant ce type de filtre-là, naturellement, l'avantage est qu'on va vraiment commencer à une coupure beaucoup plus franche des composantes qu'on veut retirer. Un des problèmes, par exemple, avec le RLC, c'est sa réalisation plus complexe. D'ailleurs, dans la démonstration que je vais faire aujourd'hui, ça va être un RC parce que j'ai pas d'inductance ici chez moi. Bon, la théorie autour des filtres RC est simple. Autour des filtres avec une inductance et un condensateur, ça se complexifie beaucoup, on le sait. Il faut calculer le Q, puis il y a plein de trucs à prendre en compte. Bon, ce que je vais faire, c'est qu'on va passer par-dessus ça. Ce n'est pas un cours sur les filtres. Puis de toute façon, il y a des calculateurs en ligne, au pire, que vous pourrez toujours utiliser si jamais vous êtes un peu perdu dans cette partie-là. À partir des impédances, on peut calculer éventuellement la fréquence de coupure qui nous donnerait 1 sur 2pi radical LC. Puis il faudrait aussi, comme on disait, calculer le Q par rapport à notre R, puis nos autres éléments. Donc ici, ce que j'ai fait, j'ai tout pré-calculé. Pour notre exemple, si on prend L à 10 millihenry, j'ai pris un 10 millihenry parce que c'est une composante qui réagit bien dans cette bande de fréquence-là qu'on est en train de regarder, le 100 kHz. Et aussi, c'est une pièce qu'on peut facilement retrouver. À ça, j'ai utilisé un 22 nanofarad, puis une 1 kΩ. Ça, c'est les autres composantes que j'ai calculé à partir d'un Q que je visais de 0.707. SC, je l'ai mis à 10 kHz pour garder avec notre 10%. Donc, un circuit qui est quand même assez réactif et dont l'oscillation n'est pas trop grande. Bon, tantôt était quand même assez grande, presque 1 volt. On va voir l'effet justement d'ajouter un deuxième ordre à notre filtre. Donc ici, on a notre sortie à la sortie du RLC. On peut voir, d'ailleurs, il a un petit peu monté avant de redescendre. Notre Q étant de 0.707, ça n'a pas trop surchargé ici. Donc on a vraiment une courbe qui stabilise vite, qui ne va pas trop haut. Et surtout, on n'a pas beaucoup d'oscillation. Donc si on compare l'oscillation entre les deux, à la sortie du RLC, c'est franchement meilleur. Et dans les deux cas, ça a stabilisé quand même assez vite. Donc ici, on a stabilisé encore une fois, en 50 microsecondes, on avait atteint notre 2,5 volts, ce qui est vraiment très rapide.
Et comme comparativement au circuit RC de base, ben, on a beaucoup moins d'oscillations. Il faut savoir aussi qu'il est possible de concevoir, par exemple, 2 étages de circuit RC si vous n'avez pas d'inductance. C'est une autre façon peut-être d'y arriver. Bon, il faut faire attention parce que naturellement, les deux circuits vont se mettre à s'influencer. Donc, le calcul est un petit peu plus complexe. Vous pouvez jouer avec les simulations puis les valeurs pour voir les résultats qui seraient le plus intéressants pour vous avant de faire l'expérimentation réelle. Mais bon, je pense que la façon avec le RLC, c'est probablement le meilleur résultat qu'on pourra obtenir. Donc ça, c'était la manière, au fond, d'utiliser à partir d'un PWM. Et là, en changeant le duty cycle, on serait capable de changer notre niveau de stabilisation. Ce qui va nous permettre de créer un signal analogique. Et c'est ce que je vais faire dans la démonstration à la fin. Une autre façon de faire, ça serait d'utiliser un amplificateur inverseur pour lequel on a plusieurs entrées. Donc ici, j'ai différents bits, donc bit 0, B1, B2, B3 avec leurs forces respectives. Puis on peut voir les résistances qui s'en viennent ici, qui vont nous permettre de faire une somme pondérée. Donc ici, la somme, je dis qu'elle est pondérée parce que si on regarde ici, j'ai 8R, 4R, 2R, puis R. Donc le bit 3 va passer beaucoup plus de courant pour un 5 volts, en supposant que les niveaux 0,5 volts sont appliqués ici. Le bit 3 va avoir plus d'influence que le bit 0, puis c'est un peu ce qu'on veut. Là. On veut un rapport d'influence qui serait justement de ce type-là. Donc, ici, on a le calcul par rapport à si on a, si on a chacune des résistances R, 2R, 4R, 8R et la résistance de feedback ici qui est une R sur 2. Alors, si on regarde le signal de sortie, on a moins R sur 2 et on a la combinaison de B3 sur R, B2 sur 2R et ainsi de suite. Puis si on simplifie, on se débarrasse des R, d'où l'importance d'avoir des rapports qui sont exactement ceux qu'on a mis. Et on se retrouve avec B3 sur 2, B2 sur 4, B1 sur 8, B0 sur 16. Donc ici, on peut le voir, là, il y a un rapport de 1/8 entre B0 puis B3. C'est vraiment le bon rapport binaire qu'on voudrait avoir. Donc B0, B1 est 2 fois plus grand que B0, B2 est 2 fois plus grand que B1 et B3 est 2 fois plus grand que B2. Donc ça nous fait vraiment une belle combinaison où, dépendamment de la combinaison binaire qu'on met ici, donc en 0,5 volts, dans le cas par exemple d'une activation par un microcontrôleur, on se ramasse avec un signal proportionnel à la sortie. Bon, ce qui est intéressant de ce circuit-là, c'est sa stabilité. Donc, il est rapide à stabiliser. Ça va être juste le temps de mettre notre combinaison sur la sortie, la propagation à travers l'ampli-up, et voilà, on a notre signal stabilisé. Donc, on peut s'attendre à des résultats beaucoup plus rapides que ceux qu'on avait avec le PWM, qui prenait plusieurs périodes à stabiliser. En plus, on avait vu, par exemple, notre microcontrôleur peut changer ses sorties quand même assez rapidement. Donc, dans notre cas à nous, si on fait des affectations directes, on était capable d'obtenir la même vitesse que le microcontrôleur lui-même à l'interne. Donc, environ 62,5 nanosecondes pour nos sorties. Donc, c'est extrêmement rapide. Si naturellement on fait maintenant des masques, là, ça ralentit un petit peu parce que les masques ne sont pas aussi rapides qu'une affectation. On peut s'attendre aussi à ce que le microcontrôleur ait d'autres choses à faire, donc il ne va pas tout le temps être en train de changer nos sorties. Bon, un des problèmes qu'on a avec cette approche-là, c'est l'alimentation négative. Donc, on le voit ici, là, on se ramasse probablement avec un signal négatif qu'il faudrait idéalement sûrement réinverser. Donc, ça, c'est un petit peu moins intéressant par rapport à ça. On le sait, la plupart des circuits qu'on utilise en ce moment utilisent 0,5 volts. Donc là, il faudrait ajouter à ça l'alimentation négative. Puis en plus, rétablir notre signal parce qu'en ce moment, il est inversé. Il y a un autre problème aussi, c'est qu'on est quand même relativement sensible au bruit, plus dépendamment là, des résistances, mais ici la résistance B0 est relativement grande par rapport à B3, donc va être très sensible au bruit. Puis aussi une variation thermique inégale entre nos résistances. Donc ici, le courant est 8 fois moins grand que celui qui passe à travers B3. Ce qui veut dire que la répartition des charges thermiques va être différente, ce qui pourrait éventuellement nous créer des variations dans les performances du circuit.
ce qui n'est pas nécessairement quelque chose qu'on va désirer en général, en supposant naturellement qu'on a une dispersion à peu près égale, une utilisation à peu près égale de toutes les combinaisons binaires. Une des solutions intéressantes à ce problème, à l'ensemble de ces problèmes-là, en fait, c'est le circuit R2R. Il est beaucoup préféré aussi parce que, comme vous pouvez voir, on n'a même pas d'ampli-up dans ce circuit-là pour le moment. Donc ici, tout ce qu'on a, c'est un ensemble de résistances de combinaison de R et de R, d'où son nom, le R2R. Puis, par exemple, si on avait 1K, 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 ici on aurait 2K, 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 2K. Et à la sortie, ce qu'on va avoir, c'est un signal qui est direct. Donc ici, on a B3 sur 2, B2 sur 4, B1 sur 8, B0 sur 16. Donc notre sortie, encore une fois, le rapport binaire est correct. Puis on voit ici la force des bits par rapport au signal qui est respecté. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Si on regarde par rapport à différentes combinaisons, donc ici, voyons ce qui arrive si j'impose des zéros sur l'ensemble de mes signaux à l'entrée. Donc, on peut y aller par simplification. Celui-là est relativement simple. Donc, ici, on peut voir, on a R4 et R8 qui sont en parallèle. 2R en parallèle avec 2R, ça nous donne R. Donc, si on fait cette simplification-là ici, donc ces deux résistances-là, on a dit, sont équivalentes à R. Ici, on va voir la combinaison qui va nous donner 2R. On retrouve encore 2R en parallèle avec 2R, qu'on va simplifier par un R. Un R en série avec un R, on a 2R. Notre 2R, ici, se retrouve en parallèle avec R2 pour former R. Donc, vous voyez l'idée. Ici, on va retrouver R encore, 2R, et finalement R. Donc, le circuit équivalent, c'est simplement une résistance au ground de valeur R. Donc, on a notre signal pour 0. Bon, ça, c'était le cas vraiment le plus simple. Maintenant, si on change la combinaison, puis au lieu, on va mettre 0, B, 1, 0, 0, 0, ce qui veut dire qu'on garde des zéros pour les 3 bits les moins significatifs, mais pour le bit le plus significatif, on l'a mis à 5 volts. Donc là, on sait déjà que si on fait l'analyse, ici, on va avoir R en série avec ça, ça va nous donner 2R. Parallèle avec ça, ça va nous donner R. En série, ça va nous donner 2R. En parallèle, ça va nous donner R. Donc, on sait qu'on a en réalité l'équivalent de 5 volts qui s'en va dans une 2R pour laquelle on a une autre 2R qui est au ground. Donc, on se doute que la sortie ici, ça va être une demi. Donc, puis on se rappelle que c'est ce qu'on a aussi. Tout à l'heure, on avait dit B3 qui est à 1 dans ce cas-ci. Donc, on a 5 volts multiplié par B3 sur 2, parce que toutes les autres sont à 0. B3 étant à 1 dans ce cas-ci, les autres étaient toutes à 0. On se ramasse avec 2,5 volts à la sortie. Bon, si on complique un petit peu les choses, cette fois-ci, on fait un circuit pour lequel on met la combinaison 0, 1, 0, 0. Donc, ici, j'ai mon R2 qui est à 5 volts et toutes les autres sont à 0 volts. On fait la première simplification pour laquelle on sait déjà que ces deux résistances-là sont en parallèle, vont faire R en série de R en parallèle R. Donc là, en série 2R. Donc c'est ce qu'on a ici en ce moment. On va voir premièrement la combinaison de 2R ici qui est R1, qui est d'un côté au ground. On s'en vient avec le nœud A ici, pour lequel on retrouve R5, qui est ici. Sur R5, on a notre résistance équivalente qu'on vient de calculer ici, qui est 2R. Bon, l'ensemble R6, R3, R7, R4 et R8. Et finalement, on a notre R2, qui est connecté au point B de jonction ici, sur lequel est relié le 5 volts. Donc, on a notre circuit équivalent qui est ici. On peut simplifier encore R5, R1 avec R équivalent. Bon, ça va être quand même assez facile de calculer notre VB.
On voit qu'on a juste à simplifier. Donc, on a R équivalent 1 en parallèle avec R5, R1 qui, eux, sont en série. Donc, qui vont nous donner 3R. Donc, on a l'équivalent, la résistance équivalente 2, 2R, 3R. Puis, on sait que la tension au point B, ça va être l'équivalent, au fond, de 5 volts multiplié par R équivalent 2 divisé par la somme de R2 plus R équivalent 2. Ici, si on rentre les chiffres, on va se ramasser avec 1.875 volts. Donc ça, c'est au point B. Mais nous, c'est le point A à la sortie. Donc ça nous simplifie un des points. Mais à partir du moment où on a cette information-là, ça devient quand même assez facile parce qu'on a un second diviseur résistif entre R5 et R1. Donc on a juste à calculer la tension au point A à partir de cette information-là. Donc VA, c'est égal à la tension B, dans ce cas-ci 1.875, multiplié par R1 divisé par R1 plus R5, ce qui va nous donner 1.25 volts, ce qui correspond à la combinaison qu'on a ici, où en ce moment on a 4/16e de notre 5 volts, ce qui nous donne 1.25 volts. Ce qui fait du sens parce qu'on savait que l'équation tantôt, c'était la tension de sortie. C'était égal à, bon, là on va l'écrire parce qu'on ne l'avait pas marqué tantôt, la tension de référence qui est notre 5 volts, multiplié par B3 sur 2, plus B2 sur 4, plus B1 sur 8, plus B0 sur 16. Bon. Ici, on a 0, 1, 0, 0. Donc, ici, on fait la tension de référence, c'est 5 volts, multiplié par 1 quart. Ça nous donne notre 1.25 volts. Donc, on peut voir que notre équation semble bien fonctionner. Bon, ça, c'est bien intéressant. Un des problèmes qu'on a, par exemple, c'est que c'est un circuit purement résistif. Donc, si on ajoute une charge, on va se mettre à influencer notre circuit. Donc, par exemple, si on calcule l'impédance de sortie de notre circuit ici, c'est l'équivalent de R. Donc, on peut facilement le démontrer que la résistance de notre circuit résistif, c'est R. Donc, si j'ajoute, par exemple, une résistance équivalente, imaginons que j'ai fait mon R de R à partir de 1K, 2K, ce qui veut dire que j'ai une impédance de sortie de 1K, alors, imaginons que j'ai créé une tension de 2.5 volts, et puis que là, j'ajoute une résistance de charge de 1K, en réalité, je vais avoir 1.25 volts. Je vais rediviser la tension de sortie par 2. Je vais beaucoup influencer la tension de sortie en fonction de la charge qui est appliquée. On va falloir isoler notre sortie par rapport au reste du circuit qu'on veut alimenter. Et pour ça, normalement, ce qu'on va faire, c'est utiliser un circuit suiveur. Donc, avec un ampli-up en suiveur, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe l'impédance. Donc, l'impédance de sortie va maintenant être celle de l'amplificateur opérationnel, ce qui ne va pas influencer notre tension de référence ici. Donc, la tension de référence ici peut fournir facilement les microampères nécessaires pour polariser notre ampli-up à l'entrée positive. Et la tension va être simplement appliquée à la tension de sortie, étant donné que c'est un circuit suiveur. La résistance de charge, en supposant naturellement que notre amplificateur opérationnel est capable de fournir les milliampères nécessaires pour alimenter la résistance de charge, ne va pas influencer notre tension qui est générée par le R2R. Ça va être important ici, naturellement, dépendamment de la fréquence qu'on veut appliquer sur notre signal de sortie, de s'assurer que notre amplificateur opérationnel est capable de fonctionner dans cette bande de fréquence-là. Puis aussi, peut-être s'assurer qu'on a un amplificateur opérationnel qui est capable d'aller au maximum de ces tensions, autant ground que VDD, parce qu'on le sait, on a vu, certains amplificateurs opérationnels vont saturer. Bon, il y a des amplificateurs opérationnels qui s'appellent rail-to-rail qui vont nous permettre d'aller vraiment très proche de VDD puis très proche de ground, ce qui va régler notre problème. Sinon, on pourrait aussi avoir un amplificateur opérationnel qui est alimenté par un VDD et un VSS, par exemple, une tension négative qui est au-delà de ce que nous, on a besoin pour la tension de sortie, ce qui va nous permettre d'opérer sans être en saturation pour l'amplificateur opérationnel. Donc, toujours être conscient
des limites de notre amplificateur opérationnel. Les caractéristiques générales de notre DAC R2R, ça va être donc une tension maximum qui va être de 2N-1 sur 2N fois VRF, où N, ça représente le nombre de bits qu'on a dans notre convertisseur. Bon, dans les cas qu'on a vu précédemment, on avait 4 bits. On va aussi dire que la résolution, ça va être l'équivalent de la tension de référence qu'on utilise divisé par 2N. Donc encore N représentant le nombre de bits de notre circuit. Pour le DAC 4 bits pour lequel on avait une tension de référence de 5 volts, ça veut dire que la tension maximum qu'on va être capable de générer, c'est 4.6875 volts. Donc on n'est pas capable d'aller à 5 volts pile avec cette configuration-là, étant donné qu'il y a quand même tout le temps une espèce de petite division minimum qui est faite. Au niveau de la résolution, on va voir des variations. La plus petite variation qu'on est capable de générer, c'est notre bit, au fond, le plus fort, qui est 2 à la 4, donc 5 volts divisé par 2 à la 4, qui nous donne des variations de 0.3125 volts. Donc 1.3 volts de résolution pour un 4 bits, on se rappelle. Donc naturellement, si on augmente le nombre de bits, notre résolution va varier, ce qui va nous permettre de faire des plus petits pas à l'intérieur de notre conversion. On a aussi la possibilité d'utiliser un CNA externe. Pour ça, ce qu'on va faire, on va aller regarder ce qui est disponible à partir d'un site comme DigiKey. Sur le site de DigiKey, si on cherche un convertisseur numérique analogique, on a d'emblée 9919 résultats. Donc ça, c'est 9900 différentes solutions. Okay, donc, c'est pas des unités, c'est le nombre de solutions, donc de circuits différents qui sont disponibles. Donc, si on regarde juste pour ceux qui sont en stock, il y en a 3000. Puis moi, j'aime bien prendre juste ce qui est en stock. Habituellement, c'est ce que le monde utilise le plus. Et ensuite, on peut regarder pour les critères de sélection. Donc, un des critères de sélection premier qu'on va souvent regarder, c'est la façon dont on va communiquer avec. Donc, il y a différentes façons de communiquer avec notre interface. Une de celles-là, ça serait par exemple le I2C, qui est une communication série qu'on a de disponible avec la Temega 32.4 qu'on a. Il y a le SPI aussi, qu'on va voir éventuellement. Et un autre très populaire, c'est le mode de communication parallèle qui revient à prendre le nombre d'entrées-sorties qui correspond au nombre de bits. Donc un peu comme on a fait avec le LCD, mais là on le faisait en deux bouts, ou avec le R2R, où justement on va utiliser exactement le nombre de bits qu'on a de besoin pour notre R2R. Donc ça va mobiliser le même nombre d'entrées-sorties. L'avantage de la communication parallèle, c'est la rapidité. Donc ici, on met les données directement, donc sont aussi rapides presque qu'ils sont inscrites, ils vont être disponibles pour l'unité qui reçoit l'information, alors que les communications série, ça se réalise, donc ça augmente beaucoup les temps de communication entre les deux. Donc, data interface, on pourrait dire, moi, je dois avoir des solutions de type, par exemple, I2C, ou juste SPI pour le fun. Puis là, on voit déjà, on tombe à 1000 possibilités, donc encore beaucoup de possibilités. On va juste réduire ici les menus. Une autre chose qui peut nous aider à faire un choix, c'est le nombre de bits. On pourrait dire, OK, moi je vais avoir un 8 bits. On pourrait dire aussi le format. Par exemple, si on veut que ça soit un chip qui soit de type TrueHole. Là, on tombe à seulement 31 choix. Puis on peut voir c'est quoi l'architecture à l'intérieur, l'étendue de la température d'utilisation, les tensions d'opération. Donc, il y a un paquet de caractéristiques qui nous sont offertes. Puis, différents prix aussi qui nous sont offerts. Donc, on va juste regarder pour le moins cher en premier. Donc, ça commence à 1,42$ où on aurait, par exemple, ici un 8 bits qui prend 4,5 microsecondes pour placer sa valeur à la sortie. Bon, ça, c'était en SPI. Donc, d'ailleurs, je pense que c'est celui qui est dans les notes de cours, qui est présenté dans les notes de cours. Très bien. Donc, comme je disais, là, puis il y a aussi un qu'on n'a pas regardé, mais qui est aussi intéressant, c'est dans certains cas, on peut avoir plus qu'un convertisseur à l'intérieur d'un même circuit intégré. Donc, naturellement, il faut penser que s'il faut rafraîchir la valeur pour deux sorties, non seulement c'est deux valeurs qui vont être mises
une en arrière de l'autre dans la communication. Donc, ça va ralentir encore plus la vitesse à laquelle on va pouvoir générer des niveaux à la sortie, ce qui pourrait ralentir la vitesse des signaux qu'on est capable de générer. Ici, je prends un premier exemple avec le MCP4706 qui lui fonctionne par I2C. Donc, on reçoit la communication, l'information par le port de communication série. Ensuite, ça va lui permettre d'actionner un circuit résistif en échelle, un peu comme le R2R qu'on vient de faire. À ça, ben, on peut contrôler un petit gain vers la sortie. On a aussi des différents types de résistance qui peuvent être appliqués à la sortie. Et ici, on peut changer la tension de référence. Donc, on peut fonctionner à la même que VDD ou une tension de référence séparée, ce qui est souvent le cas quand on va avoir quelque chose de beaucoup plus stable, précis. Utiliser l'alimentation du circuit intégré, des fois, ça va varier un petit peu dépendamment de ce qui arrive sur cette alimentation-là. Donc, c'est préférable pour avoir une sortie plus stable d'utiliser souvent une tension de référence séparée. À part de ça, ben, on nous dit, quand on regarde la feuille de spécification de ce DAC-là, c'est que lui, ça lui prend 6 microsecondes pour stabiliser sa sortie. Donc, à partir du moment où on reçoit l'information, là, ça lui prend 6 microsecondes pour être capable d'avoir une tension appliquée à la sortie. C'est relativement rapide quand même, mais il ne faut pas oublier que ça va aussi dépendre de notre vitesse de communication. Donc ici, j'ai dit que c'est un I2C, puis il y a beaucoup de systèmes I2C qui vont communiquer à 100 kHz ou 400 kHz. Si on prend l'exemple du 400 kHz, je l'ai mis ici, bien, si on considère le protocole, dans I2C, il y a de l'adressage en plus de la valeur et il y a aussi des acknowledge qu'on verra éventuellement quand on verra ce mode de communication-là. Mais grosso modo, on peut dire qu'il y a à peu près 20 symboles à recevoir par communication. Donc à 400 kHz, on tombe au fond à l'équivalent divisé par 20 à 20 kHz, soit 50 microsecondes. Donc 50 microsecondes, c'est le temps que ça va nous prendre pour envoyer une valeur. Donc même s'il stabilise en 6 microsecondes, ce qui est quand même intéressant, mais le problème qu'on a, c'est qu'on ne sera même pas capable de les envoyer aussi rapidement que ça, nos valeurs. Donc là, peut-être que la vitesse à laquelle on va pouvoir générer les signaux ben, va dépendre de notre vitesse de communication. Si on est capable de faire fonctionner notre I2C à 3.4 MHz, mais là, si on fait le calcul encore inverse, on va retrouver à peu près notre 6 microsecondes. Donc, ça prendrait un I2C qui fonctionne en high speed pour être capable d'utiliser vraiment la vitesse de stabilisation de ce circuit-là. Il y a plein d'applications dans lesquelles on va avoir une sortie analogique qui est juste stable, qui ne va pas varier nécessairement très rapidement dans le temps. Donc, ça peut être un circuit intégré intéressant pour ça. On a d'autres solutions aussi. Donc, on avait vu le MCP 4901 juste avant, qui était dans la feuille de DigiKey, environ 1,50$, puis qui prenait autour de 4,5 microsecondes pour se stabiliser. Encore, même chose, il faut penser à la vitesse de communication. Donc, ça va dépendre beaucoup à quelle vitesse on peut communiquer. Si on prend le ATmega 32U4 qui est cadencé à 16 MHz, l'horloge de son SPI doit être au moins un facteur de 4, bon, division par 4, là, de l'horloge du système. Donc, ça veut dire que lui, sa vitesse de SPI ne peut pas être au-delà de 4 MHz. Donc, si à ça, on rajoute ben, le fait qu'il faut transmettre 8 bits, mettons pour une résolution de 8 bits, ben là, on se ramasse à diviser ça encore par 8, ce qui va dire qu'on va arriver à 2 microsecondes. C'est correct. Maintenant, on est quand même en deçà du 4.5 microsecondes. Mais ça, c'est si on est avec un ATmega 32U4 qui fonctionne à 16 MB et qui est capable d'aller à 4 MB au fond pour son SPI. Si par exemple on a un cadencé moins rapidement notre ATmega, ben là, naturellement, notre SPI va être plus lent, ce qui va faire en sorte que, par exemple, si on prend l'exemple avec 1 MHz, donc 16 fois plus lent, on sera à 32 microsecondes pour rafraîchir nos valeurs. Et puis là, c'est la communication qu'il faudra prendre en compte pour la vitesse des signaux maximales. On fait le temps minimum pour mettre à jour un point à la sortie de notre circuit. Toujours là, cette petite chose-là de se rappeler là, quand on est en communication série, ben, les vitesses de stabilisation des chips qu'on veut utiliser pour les convertisseurs, mais il faut se rappeler là, que c'est peut-être la communication aussi qui pourrait nous causer des problèmes au niveau de la vitesse. Naturellement, il y a aussi des solutions de type parallèle, comme on avait vu dans les choix. Donc, il y en avait d'autres, mais ça, c'est les trois principaux. Là.
ça dit en passant. Donc, le DAC 0800 qui prend, lui, 100 nanosecondes pour stabiliser sa sortie, qui coûte un peu moins de 3 $. Ça, c'est très intéressant parce qu'au fond, il est capable de générer des points rafraîchis à 10 MB. Naturellement, ça ne peut pas nécessairement générer un signal à 10 MB. On va en parler dans quelques secondes. Donc, à l'interne, c'est pareil qu'un R2R souvent. Et au niveau des ressources nécessaires, ben, comme on avait dit, c'est à peu près l'équivalent aussi parce que le R2R va nous prendre, par exemple, 8 entrées-sorties pour être capable de faire un 8 bits. La même chose ici, souvent, si on a une communication parallèle, fort probable qu'elle ait de 8 broches pour 8 bits. Bon, pour ce qui est de la génération des signaux, la règle du pouce, c'est de dire que ça nous prend environ 10 points sur un signal qui va varier. Naturellement, on ne parle pas d'un signal qui est stable longtemps, mais on parle d'un signal qui est dynamique. Par exemple, un sinusoïdal qu'on voudrait générer à la sortie. Donc, le minimum respectable, ça serait 10 points. Donc, on va voir, il y a des trucs, Nyquist va nous dire à 2 points, ça capable de générer quelque chose. Ça n'aura pas vraiment d'allure à 2 points. Donc, à 10 points, ça commence à avoir la forme de l'onde qu'on veut générer. Donc, avec 10 points ou plus, on aurait un signal acceptable. Donc, si on prend le 10 fois le délai de stabilisation ou de communication, dépendamment lequel est le plus long, c'est ce qui va nous permettre de déterminer la vitesse des signaux qu'on est capable de générer à la sortie. Donc, si on dit que la sortie se stabilise en 1 microseconde, avec 10 points, ça voudrait dire que c'est 10 microsecondes par période, par exemple, de notre signal généré. Donc, on pourrait atteindre 100 kHz au niveau du signal analogique. Bon, on va voir éventuellement quand on va faire les démonstrations, même avec 10 points sur un sinus, c'est pas terrible. Donc, surtout avec le R2R, qui n'est pas du tout filtré, on va voir vraiment les côtés très carrés des niveaux qu'on va atteindre. Justement, parlons-en, on est rendu aux démonstrations. Donc, on va faire la démonstration avec la T-Méga 32U4. Je vais faire une démonstration du R2R en 8 bits et ensuite une autre avec le PWM et un filtre RC. Pour la démonstration, ce qu'on va commencer par faire, c'est le R2R, mais je vais vous montrer l'ensemble du montage que je vais réaliser. Donc, pour le R2R, j'ai utilisé les 8 premières pins qui étaient disponibles en ligne sur la carte Arduino Micro qu'on utilise. Donc, ce qui fait en sorte que les bits sont un peu dans le désordre, puis dans ce cas-ci, 3 ports différents. Donc, je veux le faire de cette façon-là pour vous montrer l'effet que ça a de pas nécessairement utiliser tout le temps le même port. Naturellement, ça va réduire la vitesse, mais aussi, on va voir, là, ça va faire des petits cheveux dans notre signal généré. Ensuite, ici, je me suis mis 3 boutons. Ça va me permettre juste de pouvoir changer la forme d'onde, puis de changer la fréquence sans avoir à recompiler à chaque fois. Donc, éventuellement, juste pour faire des démonstrations un petit peu plus différentes, là. Puis, finalement, bon, j'ai le JTAG comme d'habitude. Et ici, moi, je vais utiliser le Timer 4 parce que le Timer 4, c'est le timer high speed du ATmega 32U4. Et on va utiliser la sortie 4A sur laquelle j'ai déjà prévu mettre 2 résistances en série parce que moi, j'ai calculé mon filtre, là, ça me donnait une 12K puis 2.2 nanofarad. Ben, c'est les pièces que j'avais présentement avec moi. Donc, c'est pour ça que j'ai mis 2 en série ici parce que j'avais des 10K et des 2K. Donc, c'est comme ça que j'ai fait exactement mon montage. Bon, pour ce qui est du montage, ici, j'ai le R2R qui est monté avec mes 2K, 1K, comme on a vu. Là, j'ai rajouté un peigne ici, c'est juste pour accrocher ma sonde de oscilloscope. Ici, j'ai les 3 boutons qui vont me permettre de changer le mode de l'onde, puis de changer la fréquence. Puis ici, j'ai pour tantôt la démonstration qu'on va faire ensuite avec le PWM quand on va passer à travers un filtre RC. Bon, chez moi, là, j'avais pas d'inductance, donc je me contente de ce filtre-là pour la démonstration. On va commencer par se faire un petit projet. Je vais l'appeler Démo DAC 1. Et ça, c'est bon. Ensuite, nous autres, on utilise le 32U4. Voilà, ATmega. On avait déjà vu comment faire les projets, on va aller vite là-dessus.
On va juste enlever les commentaires qui sont pas nécessaires. Pour nous simplifier la vie, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre en note là, le matériel du R2R. Donc ici, c'est les bits qui sont associés à quelle broche sur le montage. Ça va aller plus vite que de regarder tout le temps le schéma. Puis ça va permettre bon, de faire quand même assez rapidement. Je vais aussi tout de suite commencer à prévoir les fonctions que je vais utiliser éventuellement pour alléger l'affichage dans mon main. Donc je vais tout de suite utiliser des fonctions. Ici, on va les appeler, pour être original, c'est un convertisseur numérique analogique, CNA. On peut aussi l'appeler en anglais, donc Digital to Analog Converter. On va les appeler en minuscules. Puis ensuite, on va dire que ça, c'est un R2R. Pour se rappeler la méthode qui est construite. Puis, bon, on va faire une fonction init. On va aussi se faire une fonction dans la même ordre d'idée qui va être R2R. Puis celle-là, ça va être set value. Ou on aurait pu juste l'appeler set. Puis, parce qu'on a juste quelque chose à faire, c'est prendre la valeur. Puis un uint8 qui va recevoir la val. C'est bon. On a les prototypes. On va faire les fonctions plus basses. Éventuellement, on pourrait envoyer ça dans un fichier séparé pour être plus propre. Pour l'instant, ça va être plus simple comme ça. Alors, pour l'initialisation, ben, ça va être de mettre toutes les broches en sortie. Là, je vais peut-être recopier mon petit bloc ici. Ça va être plus facile. Dans cette zone-ci. Puis, comme dans les émissions de cuisine, tout est déjà cuit. Alors, ici, je commence par mettre C6 en sortie, D6 et 7 en sortie, donc D6 et D7 qui doivent être en sortie. Et pour le port B, ben, c'est les pins B4, B5, B6, B7. Il manque juste le port E. Fait que là, on a 4 ports qui sont sollicités dans un R2R. C'est sûr que c'est pas idéal, puis comme je disais, c'est volontaire. Je veux rendre ça un peu compliqué pour la démonstration, pour qu'on voit les phénomènes qui vont apparaître, avec surtout le choix là, de mettre le bit le plus fort complètement séparé des autres. Là, on va voir quelque chose de particulier apparaître. Ensuite, on pourra corriger là, plus tard. C'est assez facile quand c'est bien fait le code. On aura juste à changer ces deux fonctions-là. Ensuite, pour le set, ben là, il va falloir faire des tests. Donc, chacun des bits doivent tester les valeurs. Donc, encore une fois, comme à la télévision pour les émissions de cuisine, tout est déjà fait. On va juste regarder comment faire. Donc, ici, je teste le bit, le bit 0. Puis, on se rappelle, bit 0 est associé à PC6. Donc, s'il est à 1, je mets le bit à 1 avec le masque OU. Sinon, je le force à 0 avec un masque et un complément 1 sur le bit 6. Je fais la même chose pour le bit 1 sur D7. Je fais la même chose pour le bit suivant, donc le bit 2 sur E6. Donc là, on a fait les 3 premiers bits. Ensuite, ben, je le fais dans un bloc parce que B4, B5, B6, B7, c'est en fait la valeur, mais juste comme décalé. Fait que ce que je fais ici, je fais un masque d'abord pour enlever la valeur qui sont présentement. Donc, je m'assure qu'ils tombent à 0. Ensuite, je fais un OU. Et ce que je prends, c'est la valeur de val. Je fais le masque sur les bits correspondants. Et j'ai décale de 1 parce que, comme on voit, ils sont juste à 1 d'être bien placés. Donc ici, je vais juste les décaler. Ça fait la job en un seul coup. Et finalement, je m'occupe du bit le plus significatif, B7, qui est sur D6. Une première petite démonstration qu'on peut se faire, c'est donc d'appeler nos fonctions DAC init, tout simplement. Et dans une boucle infinie, on va appeler DAC R2R7, puis on va lui passer une valeur qu'on va incrémenter. Puis cette valeur-là, ça sera un uint8 qui va commencer
à 0. Donc, de lui-même, ça va revenir... Oups, j'ai pas mis mon point-virgule à la bonne place. De lui-même, ça va revenir à 0, là, par le débordement. Puis nous, on est en 8 bits, donc tout est correct. Théoriquement, si on envoie ça, on devrait observer à l'oscilloscope une onde de forme d'anti. Donc, on va monter jusqu'à 255 qui retombe à 0. Je vais spécifier le programmeur. C'est téléchargé. Maintenant, on va ouvrir EasyScope pour voir le signal de sortie. Puis on va se placer une sonde sur la sortie du R2R. À l'oscilloscope, en ce moment, ce qu'on observe, c'est effectivement une onde en dents de scie. Là, elle va au plus rapide qu'elle peut avec chacun des masques. Donc, naturellement, ça nous réduit quand même beaucoup par rapport à ce qu'on aurait pu générer parce que vu qu'on fait comme plusieurs tests de bits, plusieurs affectations des masques, tout ça, c'est un petit peu plus lent quand même que de juste faire des affectations. Et en plus, ben, on a l'appel de la fonction lui-même qui fait en sorte que ça nous ralentit une petite affaire. Bon, j'avais réduit l'intensité volontairement dans une activité qu'on fera ensemble éventuellement. Donc l'intensité présentement est à 0%. On va la remettre beaucoup plus haute. Ça nous permet de mieux voir notre signal. Excellent. Bon, là, on a une petite contradiction entre la fréquence qui est mesurée ici en haut et la fréquence en bas. Donc, on va la mesurer avec des curseurs, pourquoi pas. On pourrait la mesurer aussi manuellement. Donc, en ce moment, le temps de faire un compte complet, ça dure environ 700 microsecondes, ce qui correspond à 1.4 kHz. Bon, on pourrait certainement aller plus rapidement, premièrement en utilisant qu'un seul port, aussi en utilisant peut-être pas tous les niveaux non plus de 0 à 255, on pourrait sauter quelques niveaux éventuellement. Mais ce qu'on peut voir en ce moment, c'est que l'onde elle est loin d'être super belle pour un R2R en plus. Là, on peut voir sur l'image, on a des cheveux. On en a des petits ici, on en a un grand. Ce grand-là, ben, c'est notre bit set là, qui est complètement différent. Donc, temporairement, là, un petit moment, on fait changer le port B, hein, les 4 bits les plus hauts. Donc là, ça change pas mal la donne pour la valeur. Puis, soudainement, on fait pivoter notre bit. Fait que les 4 bits sous E6 vont faire en sorte que bon, on obtient notre bonne valeur là, tout d'un coup ici, c'est correct, on augmente. Mais là, lui, il était très bas, fait que ça le maintient bas, puis pouf, là, on l'emmène en haut, parce qu'on a un débordement qui est créé. Donc, ça ici, ça fait quand même une grosse différence, le petit moment où ce bit-là reste à 0. Pour éliminer ça, ben, ce qu'on aurait pu faire, c'est d'abord d'utiliser les 4 bits les plus significatifs qu'on a fait en bloc. Ça aurait beaucoup réduit de les utiliser juste sur le bout de notre R2R, donc les bits les plus significatifs, en utilisant les 4 bits sur le port B. Mettons qu'on est obligé absolument d'utiliser plusieurs ports. Et sinon, vraiment, l'idéal, c'est sûr, si on était capable d'utiliser que le port B. On pourra faire un test à la fin. On refera le montage avec seulement le port B. Mais là, on va le garder pour l'instant, juste pour voir ce que ça fait dans différents modes d'affichage. Donc là, présentement, c'est ça. C'est la vitesse qu'on est capable d'obtenir vraiment le plus rapidement parce que en ce moment, notre programme, il fait que ça. On se rappelle qu'au départ, j'ai dit, OK, on va faire des fonctions pour alléger. On se rappelle aussi que la mise en contexte des fonctions, ça a un impact au niveau temporel. Donc ici, c'est certain que si j'écrivais le code qui est à l'intérieur de DAC R2R7, j'arriverais sûrement à des résultats plus rapides pour ma génération de forme d'onde. Bon, je pourrais faire ce qu'on vient de dire, donc de ramener le code à l'intérieur de la boucle principale. Une autre façon que je peux faire pour faire l'équivalent, c'est d'écrire inline. Donc inline, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, ça va faire en sorte justement qu'il n'y aura pas de mise en contexte parce qu'en réalité, le compilateur, quand il va faire l'assemblage du code, ben, il va dire, OK, ben, à chaque fois que je rencontre cet appel de fonction-là, je copie le code à l'intérieur de la fonction. Donc, ça garde l'avantage au niveau du maintien du code, la lisibilité du code,
mais ça nous donne les performances. Fait que théoriquement, on devrait augmenter nos performances légèrement. Ça ne sera pas drastique, là, on ne va pas passer à 1 meg, mais quand même, on va s'éliminer tous les problèmes de mise en contexte qui ont sûrement un facteur notable par rapport à seulement que des masques. Là. On n'a que quelques masques ici qui sont faits à l'intérieur. On va aller voir ça dès maintenant à l'oscilloscope. Bon, à l'oscilloscope, on est monté maintenant à 1.7 kHz. On peut le voir. Là, on va décaler les curseurs. Donc, présentement, j'ai les curseurs du temps que ça prenait. Donc, on peut voir que tout le petit bloc qui est ici, ben, c'était le temps que ça prenait. Fait que ça, on a 704 microsecondes qui prenait précédemment. Maintenant, on va replacer la fin, le dernier curseur. Donc, ce qu'on voit en ce moment, c'est que ça nous prend 580 microsecondes pour faire le 0 à 255. Donc, si on calcule le 580 microsecondes divisé par 256 états, ça veut dire qu'on prend environ 2,26 microsecondes par point. Bon, évidemment, on voit qu'on ne sera jamais capable de se rendre à 1 microseconde. Là, on est au plus rapide qu'on peut obtenir en ce moment. Par exemple, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut soit viser 5 microsecondes ou peut-être 10 microsecondes par point. Ce qui nous ferait une échelle de temps, au fond, de dire, OK, ben le minimum d'instants qu'on va mettre entre deux points, ça va être notre base de temps, va être de 10 microsecondes. À partir de là, ben, on pourra augmenter ce délai-là ou on pourra réduire le nombre de points, dépendamment de ce qu'on veut faire. Donc, c'est sûr que là, ça fait une drôle de base de temps de 0 à 256. C'est juste pour faire ça simple. Donc, si on veut générer, par exemple, un nombre de 1 kHz à partir de ce générateur-là, si, naturellement, on se rappelle qu'on va mettre des délais de 10 microsecondes, ça veut dire qu'on va générer 100 points à la vitesse maximum. C'est ce qu'on va essayer de faire pour voir ce que ça va nous donner comme onde. On vise le 1 kHz là, comme base de temps. Excellent. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se rajouter un timer. Moi, je vais utiliser le timer 0 parce qu'il va être suffisant dans ce calcul-ci. Donc, je vais vous mettre le code, naturellement, encore déjà fait. On va juste repasser dessus rapidement. Donc, ici, je vais avoir la fonction d'initialisation qui va mettre le mode CTC. Je prends le premier diviseur. En fait, là, ça, c'est le diviseur 1. Ce qui veut dire qu'on va avoir des 62,5 nanosecondes. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir celui-là? Avec 160, ça nous donne exactement 10 microsecondes en fait. Bon, c'est bon. SEI n'est pas contente parce que j'ai pas encore inclus la librairie pour les interruptions. À l'intérieur de l'interruption, tout ce qu'on va faire pour le moment, je vais le mettre tout de suite en dessous, là, juste pour se rappeler exactement de quoi il y en est. Puis ici, on va juste se rappeler que ça survient aux 10 microsecondes. Puis ici, on va se mettre un flag qui va dire signal update. Donc en ce moment, on va aller aux 10 microsecondes, peu importe ce qui arrive. Puis naturellement, on va se créer la variable. Oups. Signal update, qui bon, on va mettre à 0 au départ. Et ici, dans le main, on va dire si signal update. Oups. On va faire la mise à jour de notre signal de sortie. Donc là, on vient de se créer une base de temps en plus pour la génération de notre signal, ce qui va être vraiment plus utile que d'y aller à peu près et de faire varier ça à chaque compilation. Sig update, je vais le remettre à 0. Puis, ce qui est important aussi, c'est de mettre volatile notre sig update, vu qu'il est modifié en interruption, parce que sinon, à la compilation, il pourrait ne pas voir la manipulation de cette variable-là et faire de l'optimisation à nos dépens. Donc ça, c'est bien, c'est fait. Il faut ajouter la librairie pour les interruptions.
dans AVR interrupt.h. Donc ça c'est fait. Peut-être un prototype là, parce que j'ai envoyé la fonction en dessous ici. Donc ça, naturellement, il faudrait appeler l'initialisation du timer 0. Puis, petit changement aussi, si on va avoir un cas, il faut juste générer 100 points. Donc maintenant, value ici, on va le changer. Naturellement, là, l'amplitude ne sera plus au complet dans la première approche que je vais faire. Donc ici, on va tester si value est plus grand ou égal à 100. On va réduire value à 0. Ça va faire notre limite. Là, comme je disais, ça va changer l'amplitude maximale. On pourra modifier ça après là, pour aller chercher notre amplitude maximale. Donc ça c'est bien. On voit ça. On va regarder à l'oscilloscope notre nouveau signal généré. Donc là, il va falloir que je change le niveau du trig. On peut voir qu'on a vraiment notre 1 kHz là, à quelques poussières de temps en temps. Le fait qu'on ne passe plus le 128, là, au niveau du 128, on ne voit plus le grand glitch survenir. Là, regardez, je vais allonger notre échelle de temps. On voit quand même un petit peu de bruit là, quand on fait notre mise en forme du signal. On a plusieurs petites variations qui ont lieu quand on fait nos changements de niveau. Donc ça, encore une fois, c'est dû à toutes nos masques sur différents bits, différents ports. Donc il y a des états intermédiaires qui sont créés parce qu'il y a des bits qui gardent les états précédents pendant qu'on change un des bits. Donc naturellement, ça, l'avantage, comme je disais, d'utiliser juste un port pour la R2A, ça serait vraiment idéal si vous voulez avoir un signal qui est exempt de bruit. Sinon, il n'y a rien qui nous empêche d'ajouter un filtre à la sortie pour enlever ces hautes fréquences-là qui sont créées, puis garder un onde quand même plus joli. Bon, le problème des filtres, c'est naturellement, dépendamment de la fréquence qu'on va choisir, éventuellement, ils vont peut-être affecter l'amplitude du signal de sortie et même sa forme. Donc, il faut aussi être conscient là, de l'impact que ce filtre-là va avoir. Donc ça, c'est génial, mais maintenant, qu'en est-il si on était capable de générer un signal sinusoïdal? Donc, ce qui est fun, c'est que ce qui est très pratique, c'est que dans la librairie mathématique, on a la fonction sinus. On pourrait se créer un tableau des valeurs, de toutes les valeurs possibles qu'on peut générer sur le signal sinus. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails de l'optimisation. Nous, on va y aller simplement, on va se créer un tableau. Là, on voit qu'on va créer la fréquence. On va partir avec 100 points maximum pour notre tableau. Donc, on va créer un tableau d'une centaine de points de sinus. Naturellement, l'espace qu'on met entre chacune des périodes nous donne l'affinité des points qu'on serait capable d'obtenir. Puis ce que je veux dire aussi, c'est si jamais vous observez l'onde sinusoïdale, c'est en fait la même répétition 4 fois. Je suis au courant, je ne veux pas l'optimiser. Aujourd'hui, je veux faire ça simple. Donc, on va remplir un tableau avec une forme d'onde complète du sinus sans avoir à faire des manipulations par quart d'onde. Donc, allons-y simplement. J'inclus math.h. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un tableau de valeurs. On va l'appeler sin signal qui va avoir 100 points. Bon, ces 100 points-là, on va les créer ici dans une petite boucle. Donc, pour chaque point à l'intérieur de notre sinus, de notre signal, c'est en fait le sin de 2 fois pi, qui est une valeur qui est à l'intérieur, je pense qu'elle est en majuscule. Puis, ok, bon. Sinon, c'est sûr qu'on aurait pu écrire le 3.1415.9, ça aurait été correct, mais là, il y a déjà une constante qui est créée dans la librairie, on va l'utiliser. Bon, ça nous donne naturellement la période maintenant de base du signal qui est complète.
Maintenant, on va multiplier ça par le i, on va diviser ça par le nombre de points qu'on veut obtenir, et ça va nous donner un étalage sur 0 à 100. Ça va nous donner un étalage de 100 points sur l'onde du sinus au complet. Bon, la fonction sin, on se souvient, ça nous retourne quelque chose qui varie de plus 1 à moins 1. Bon, nous, on ne veut pas de négatifs ici parce que ce qu'on veut générer, c'est des unsigned de 0 à 255. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va additionner 1 à ça. Donc ça veut dire que quand on va voir le moins 1, au fond, on va décaler notre signal à 0, ce qui veut dire que maintenant, on vient de rendre notre signal décalé en DC. En fait, on va le monter en DC, donc il ne va pas osciller autour de 0. Et là, il y a une amplitude de 0 à 2. Bon, là, ça n'a pas toujours réglé notre problème, parce que nous, on voudrait naturellement qu'il oscille de 0 à 255. Donc, pour les valeurs obtenues, on va les multiplier, on va jusqu'à 2 par 127,5. Donc, quand on va voir notre valeur maximum de notre sinus, qui est maintenant 2, donc 1 plus 1, 2, multiplié par 127, ça va nous donner notre 255, qui est le maximum. Donc, si je mets 128 ici, je vais avoir un problème, je vais commencer à 256, ce qui va déborder à 0 et qui va créer un glitch dans notre tableau. Bon, ici, j'ai oublié de mettre le i. Et voilà. Excellent. Notre tableau de points est maintenant créé au début de la compilation, donc on ne va pas les calculer à chaque fois, ce qui serait lourd de calculer à chaque fois. C'est pour ça que j'ai créé un tableau à la place, donc c'est plus facile d'accéder. Dépendamment de la mémoire qu'on a de disponible, c'est la solution la plus rapide au niveau performance qui nous intéresse ici. On a la mémoire disponible, on l'utilise. Donc ça, c'est bien. Puis maintenant, au lieu d'utiliser value ici, qui se promène à l'intérieur et qui décale si on sera en 100, ici value, je vais le renommer, je vais l'appeler index. Ça soit un petit peu plus logique par rapport à ce qu'on va faire maintenant. Et je vais appeler sin signal à index. Bon, puis mon index retourne ici à 0, ce qui veut dire que maintenant, notre signal de sortie devrait ressembler à un sinusoïdal. Et comme on peut voir, j'ai la pleine amplitude en plus. Donc, peak to peak, j'ai environ, lui, il y a des petites erreurs de mesure, là, mais j'ai vraiment un 5 volts d'amplitude au maximum. Lui, naturellement, il mesure aussi le bruit dans son peak to peak. La valeur moyenne est d'environ 2,43 volts, ce qui fait du sens. Notre valeur DC qui est au centre environ pour celui-ci. Bon, la valeur RMS ici, elle est un peu différente, là, étant donné, naturellement, on s'attendrait pour la valeur RMS à obtenir quelque chose de différencié, mais il ne faut pas oublier que là, c'est un sinus qui est décalé. Donc, ce n'est pas un sinus que c'est autour de 0. Donc, ça ne donne pas tout à fait la même chose qu'on est habitué de voir. On pourrait mettre le AC pour se débarrasser de ça. Donc, ce qu'on peut faire, c'est aller dans notre canal 1, puis dire que notre couplage, on voudrait avoir couplage AC. Donc là, on va retrouver peut-être plus qu'est-ce qu'on serait habitué de voir. Si on calcule la tension maximum, puis qu'on le divise par 1,41, on va obtenir là, notre valeur RMS attendue, qui peut être intéressante pour certains calculs. Mais bon, moi, je veux quand même garder la vue de mon signal comme il est réellement, donc je vais ramener mon couplage pour le moment en DC. Donc maintenant, c'est génial, on est capable de générer une onde de 1K, triangulaire, on l'a vu. On a vu sinusoïdal. Naturellement, on pourra aussi se faire un signal DC assez facilement. Donc, tout ce qu'on aura à faire, c'est de mettre l'index à la sortie et de ne pas le varier. Okay? Donc, on pourrait faire ça aussi, de faire varier l'index de façon manuelle avec les boutons. Donc, mais ça, naturellement, la gestion des boutons, vous êtes tous capables de faire ça. Je vais vous laisser le faire. Sinon, naturellement, il y a les vidéos qui en parlent. Vous pourrez aller retourner voir ça. Donc ça, c'était pour la sortie R2R.
Si on veut maintenant regarder avec la sortie avec le PWM. Même stratégie pour le PWM. Ce que je vais faire, c'est deux fonctions, une init puis une set value, qui va nous permettre de facilement l'utiliser dans le main sans trop alourdir la visibilité. Donc, encore une fois, ça apparaît comme par magie. Donc, nous, on utilise PC7, on le met en sortie. Ici, j'ai la configuration du timer 4 de base. Donc, j'active la sortie PWM 4A donc 4A ici est activé et j'ai le mode 1.0 qui correspondait à mettre la broche clear, donc ce qui nous permet de mettre au fond la valeur qu'on va mettre va être proportionnelle à notre signal duty cycle, donc la période active. Donc ça ici c'est ce qu'on veut nous, on veut avoir l'inverse. Ensuite, sur le registre B, ben, j'ai mis le clock le plus rapide que je pouvais, c'est-à-dire le clock divisé par 1. Et là, j'ai mis le maximum sur OCR 4C à 255 parce que ben, on veut l'utiliser sur 8 bits. Donc, on veut faire un comparatif égal. On pourrait faire un DAC qui serait avec 10 bits assez facilement avec ce timer-là. Il y a plusieurs avantages d'être en 8 bits. D'abord, on va être plus rapide pour la signal de sortie parce qu'on n'oublie pas que les PWM, ben, ils comptent pour générer leur signal de sortie. Donc, si on augmente la résolution, on va aussi ralentir notre signal de sortie du PWM. Et puis là, pour être capable de générer du 1K à la sortie, naturellement, on l'avait vu, il va falloir générer une fréquence beaucoup plus élevée que le 1K qu'on vise. Bon, ici, j'ai mis la vitesse maximum. Donc, on va voir tout de suite qu'est-ce que ça nous donne comme vitesse maximum. Pour la fonction CNA PWM7, donc, bon, ici, on va utiliser les mêmes nomenclatures. Donc, on avait dit DAC. Donc, on va l'appeler DAC. DAC PWM init puis 7, donc, qui sont l'équivalent d'un puis l'autre. Puis ici, ben, tout ce qu'on a à faire, c'est d'affecter la sortie sur A, donc par défaut. C'est tout ce qu'on a besoin pour faire fonctionner ce DAC-là, donc notre circuit de DAC. Je fais l'init, et ici, au lieu d'utiliser le R2R, je vais utiliser le PWM. C'est tout. Rien d'autre à faire. Ici, naturellement, il n'y a pas d'interruption à gérer, c'est juste le PWM qu'on va utiliser. Donc, il y a deux choses qu'on va vouloir voir à l'oscilloscope dans ce cas-ci. Ça va être d'abord la sortie filtrée et avant ça, ben, notre signal vraiment qu'on obtient à la sortie. Donc, pour une première chose que je vais faire, c'est pour pas qu'on voit varier la période, je vais mettre une valeur fixe de sortie. On va la mettre à mi-chemin, à 128. Donc, on va voir notre période, puis théoriquement, on doit avoir un DC d'environ 2,5 volts généré à la sortie de ce circuit-là. Après ça, on va rentrer notre sinusoïdal dedans pour voir qu'est-ce qui arrive. Est-ce que ça génère un aussi beau sinus qu'on avait avec le R2R? Ah, ici, j'ai oublié de mettre mes prototypes en haut. J'allais mettre les prototypes un petit peu plus haut. Voilà qui est fait. Donc, pour commencer, on va regarder la période qu'on est capable d'obtenir avec le compte qu'on a actuellement. Donc, présentement, la vitesse maximum qu'on est capable d'obtenir, c'est 62,5 kHz. Donc, qu'est-ce que ça fait du sens? Bien, on sait que notre horloge, actuellement, elle est de 16 MB et qu'on l'a divisé par 256. Ce qui nous donne 62,5 kHz. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi ajouté une seconde sonde, cette fois-ci sur le canal 3. Et elle nous montre la sortie. Donc, le couplage est en DC. C'est une D6. C'est bon. Présentement, peut-être la tension par division est un peu élevée. Donc, on va réduire ça pour avoir un signal de sortie bien affiché. Puis, sans grande surprise, on peut voir la sortie qui oscille quand même beaucoup.
Ben, c'est sûr qu'on a notre filtre qui permet d'intégrer, mais ici on a un RC, donc on voit une quand même assez bonne oscillation. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire afficher les mesures. Puis ce qu'on voit, c'est bon, l'oscillation, le peak-to-peak, on a 1 volt peak-to-peak en ce moment. Donc, sans toucher à mon circuit, il y a une chose que je voudrais faire, c'est augmenter la fréquence de mon PWM. Comment je peux faire ça? Ben, je pourrais réduire la résolution du PWM, mais on avait choisi le timer 4 parce que c'était notre timer high speed. Donc, si vous vous souvenez, quand j'ai présenté le timer 4 dans les vidéos précédentes, on avait vu qu'on pouvait modifier la vitesse de notre timer 4 à l'aide du PLL. Donc, il y a un PLL qui nous permet de multiplier l'horloge interne. Bon, c'est un utilitaire qui est là parce qu'on a la fonction USB dans cette chip-là. Donc, ça nous donne un timer high speed aussi sur le 4 qui est disponible. Donc, on va juste retourner voir la datasheet à ce propos-là. Ici, on regarde les options d'horloge qui nous sont offertes. Je vais juste rapetisser ça de chaque côté. Ici, on peut voir que pour le High Speed Timer, on pouvait aller changer deux configurations. Donc, dans un premier temps, on va devoir diviser l'horloge pour pouvoir la multiplier par ensuite parce que pour utiliser le PLL, il faut offrir une horloge de 8 MHz. Nous, on a une horloge de 16 MHz, donc on doit la diviser par 2. Puis ensuite, de ce 8-là, on va pouvoir la multiplier, ce qui va nous permettre d'obtenir une horloge 4 fois plus rapide, c'est-à-dire 64 MHz qu'on va avoir comme horloge de base. En ayant un PWM qui compte plus rapidement, sa sortie va s'actualiser plus rapidement aussi. Donc, on devra avoir une période 4 fois moins longue, ce qui va faire aussi qu'en augmentant la vitesse, la fréquence de sortie, bien, ça va faire en sorte que notre intégration va être mieux. Donc, notre intégrateur va mieux fonctionner parce qu'il va avoir plus de périodes pour intégrer, ce qui devrait faire que notre oscillation va être moins grande. Voyons voir ce que ça donne. Donc ça, c'est notre petit bloc de configuration du PLL. Bon, si on se souvient bien, au départ, il faut d'abord activer le PLL, ensuite le laisser le temps de se locker par rapport à sa fréquence. Donc là, ici, c'est le petit bloc qui nous permettait de faire ça. Bon, ici, on se souvient, dans le schéma, ils nous disent que ça prend absolument une source à 8 MB. Nous, on a une entrée à 16 MB, donc on la divise par 2 pour avoir le 8 MB. Et finalement, on a l'ajustement de la fréquence de sortie. Bon, ici, on a les bits qui nous permettent d'avoir une configuration qui donne 96 MHz de sortie. Ensuite, on a une sélection du diviseur. Nous, on a la division 1.5, ce qui va donner le 64 MHz à la sortie pour le timer 4, donc c'est sa fréquence maximum, 64 MHz. Donc, théoriquement, il devrait aller 4 fois plus vite. Tantôt, il était à 62.5 kHz x 4. On devrait avoir quelque chose autour de 250 kHz à la sortie. Si on envoie ça, on va mettre l'oscilloscope. Bon, ça, on observe maintenant la fréquence de notre PWM de base est passée à 250 kHz. On peut voir aussi que l'oscillation de notre PWM, elle est beaucoup descendue, donc elle est rendue à 560 mV. Ça réduit presque de moitié. Ce qui est quand même beaucoup moins prononcé que ce qu'on avait précédemment. Donc, quand on observe un petit peu plus proche, on a environ 480 mV, donc 0.5 volts. On a réduit de moitié en utilisant cette technique-là. En plus, bien, ça va nous permettre de créer des fréquences beaucoup plus élevées au niveau des signaux qui vont être générés. On va maintenant générer notre onde sinusoïdale. On va retirer ce qu'on a ici, remettre la sortie en sinus, puis voir si on est capable de générer un sinus de cette manière-là. Donc là, présentement, le trig est attribué à notre canal 1. On va changer ça. J'ai envoyé le trig sur le canal 3. On va monter le niveau de comparaison. Voilà. Et on peut même descendre
Bon, notre ombre, on va mettre là, puis on pourrait enlever la jaune en arrière qui ne sert plus pour le moment. Puis on peut voir peut-être plus en détail, notre sinus est quand même beau. Bon, lui, dans ce cas-ci, on n'a pas le glitch parce que naturellement, il n'y a pas l'histoire des bits. Mais si on aplatit notre onde, on peut voir qu'il y a une mini oscillation sur notre onde. On pourrait améliorer ce signal-là, par exemple en ajoutant un filtre avec un RLC par exemple, donc de deuxième ordre, ou en cascadant des filtres RC, ou utilisant des filtres actifs, peu importe. Pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est quand même de voir qu'on a notre amplitude maximale à 1 kHz. On pourrait réduire le nombre de points pour avoir plus une fréquence plus élevée. Donc, par exemple, si on vise à avoir, là, présentement, on a 100 points à 1 kHz. Donc, si on réduit un facteur 10, on serait capable de monter à 10 kHz, par exemple. Voyons voir ce que aura l'air notre onde. Donc, ce qu'on peut faire, c'est tout changer. Puis, on va se faire donner une définition. Parce que dans notre cas, nous, on ne va pas le rendre dynamique. Donc, on va dire 10. Puis, on va remplacer le 100 qui est ici, le 100 qui est là, le 100 qui est là. Excellent. Donc, on va voir seulement que 10 points générés aussi. C'est sûr qu'on pourrait faire des sauts de 10 à la place d'incrémenter de 1. Ça dépend de ce qu'on a envie de faire. Comment on veut le gérer. Puis maintenant, on devrait se commencer avec un onde qui va à 10 kHz. On va voir qu'est-ce qui va arriver. Oh, ça a changé beaucoup notre forme d'onde. Premièrement, on voit tout de suite notre peak-to-peak est tombé à 3 volts. Le problème, c'est naturellement en augmentant la fréquence d'un signal généré, mais ce qu'on se retrouve à faire, c'est aussi éventuellement de rentrer dans la fréquence, la bande de fréquence de notre coupe. Donc, dans ce cas-ci, moi, j'essayais de couper là, autour justement de 10K. Donc, c'est sûr qu'il y a un effet autour sur mon filtre de sortie. J'avais un petit peu voulu cet effet-là. Donc, notre sinusoïdal est encore joli. Donc, on peut quand même, on a 10 points, donc on a quand même un sinus bon, acceptable, peut-être moins intéressant que le R2R. Donc, si on regarde le R2R pour sa part, qu'est-ce que ça va avoir l'air avec 10 points? Ce que j'ai à faire, c'est ici remplacer ça par DAC R2R. On va voir la sortie du R2R. Je vais juste changer ma sonde de position. On va voir quelque chose d'intéressant. Donc là, ça c'est notre R2R maintenant avec 10 points. Donc là, ça c'est quand même intéressant parce que ici, ben, on voit les niveaux stables, mais nous, on n'a pas de filtre à la sortie. Donc, l'onde nous apparaît vraiment exactement comme elle est générée. Dans ce cas-ci, on a 10 points qui sont utilisés. Notre fréquence, elle est vraiment de 10K encore, mais comme dans celui de l'autre, on voit notre amplitude maximale, mais on voit vraiment les étapes de chacun des points qui sont générés. Donc maintenant, on voit vraiment l'état de chacun de nos points, tandis que l'autre, étant donné qu'on a tout le temps un filtre à la sortie avec le PWM, mais notre onde, elle est toute notre onde va avoir plus un signal qui va être continu, moins des blocs vraiment de sortie très stables. Donc, c'est sûr qu'on pourrait encore une fois ajouter un filtre à la sortie ici pour adoucir les transitions, pour avoir la valeur moyenne, ce qu'on pourrait retrouver un beau sinus. Mais là, le problème, c'est tout le temps de dire, ben là, dépendamment du signal qu'on veut générer, il faudrait ajuster notre filtre de sortie. Donc, c'est là où peut-être un filtre dynamique serait intéressant. Donc, ça fait le tour de nos deux démonstrations de base, donc la génération de différents signaux avec autant le R2R que le PWM. Donc, ce que je peux faire, par exemple, c'est vous donner un petit aperçu de ce que pourrait avoir l'air le R2R si jamais on utilisait seulement que le port B.
Bon, naturellement, le code est beaucoup plus simple de cette façon. Donc, pour l'init, on met simplement le port B en sortie. Pour l'affectation, on fait juste port B est égal à la valeur. Si on regarde au niveau de l'oscilloscope ce qu'on va obtenir, on a encore, naturellement, dans ce cas-ci, on a seulement que 10 points, donc on a encore la forme d'onde, mais on n'a plus les petits cheveux, donc on a des signaux beaucoup plus nets. D'ailleurs, si on retourne à 100 points dans notre code, on va régénérer le 100 points. On va voir que la forme d'onde, naturellement, on voit encore chacun des petits états. Ici, on peut voir la forme d'onde, il n'y a plus de cheveux dessus comme tel. Et ce qu'on pourrait faire aussi, c'est tester maintenant c'est quoi notre vitesse maximale. Donc, ce qu'on va simplement faire, c'est tout mettre en commentaire, puis générer systématiquement l'onde la plus vite qu'on peut pour voir quelle vitesse on est capable d'obtenir si on a seulement que ça. Puis ce qu'on va faire aussi, donc comme ça on a notre onde maximum. Voir l'oscilloscope, donc maintenant là on est quand même beaucoup plus rapide que précédemment. Donc avec les 100 points sans aucun délai, on est rendu avec une fréquence de 7.51K. Là, naturellement, on a encore juste 100 points. C'est sûr que ça nous limite un peu. Bon, on va remettre à 256, qui est comme le maximum en ayant notre index. La seule chose, c'est qu'ici, quand on va générer les signaux, on veut se rendre jusqu'à 256, la façon que c'est fait ici. Donc, on va faire ça comme ça ici. Donc là, on a une fréquence de 3.57 kHz avec une période de 280 microsecondes. Donc on se souvient tantôt, là, on était dans les 580 pour générer 256 points. Donc on a un gain de 2 là, quasiment. Là. Donc naturellement, on serait capable de générer des fréquences plus élevées si on avait tous les bits sur le même port, comme on vient de faire. Donc on vient de voir, ça change complètement la manière de faire parce que l'affectation, elle est pratiquement instantanée. Donc, à la vitesse de notre horloge, en fait. Donc, tout ce qui nous pénalise en ce moment, c'est le fait qu'on est dans une boucle. Donc, le while lui-même, il y a un go-to à l'intérieur, si on veut. Donc, on a un retour, on a un déplacement dans notre programme counter, ce qui fait en sorte qu'on est pénalisé un petit peu. C'est ce qui nous pénalise le plus. Sinon, c'est sûr qu'on pourrait encore améliorer vu que maintenant on peut utiliser le débordement, on peut se débarrasser de cette condition-ci. On retourne. On a encore un petit peu, à peine, même pas vraiment de modification. Là, ce qu'on pourrait peut-être essayer de gagner, c'est de répéter ce code-là. Donc on essaie de réduire l'effet du while. Donc ici, juste en répétant, on a réussi à réduire encore un petit peu la période de notre signal pour obtenir quelque chose d'encore plus rapide. Je ne sais pas si le fait qu'on utilise SIG, on va juste utiliser index pour voir qu'est-ce que ça fait. Oui, le fait d'utiliser un tableau affecte aussi. Donc il y a un cheminement en mémoire là, qui nous réduit parce que ici, regardez, avec directement la valeur, donc encore une fois de 0 à 255, et là on est monté là, à 143.34 microsecondes pour notre période, ce qui correspond à 6.90 kHz. Donc c'est vraiment beaucoup plus rapide, là, pratiquement 4 fois plus rapide que ce qu'on avait au départ avec l'affectation sur plusieurs ports, et ainsi de suite. Bon, naturellement, ça ne change rien parce qu'on en revient tout le temps à la même problématique où dès qu'on va ajouter du traitement, peu importe ce que c'est notre traitement, on va réduire nos performances, mais ça nous donne une bonne idée. Bon, aussi, je vais vous montrer au niveau du montage. Aussi, si on regarde le montage, c'est beaucoup moins élégant là, que tantôt parce que naturellement, les sorties ne sont pas toutes bien alignées.
Donc là, on a des signaux là, qui sont pris un peu partout. Naturellement, je ne me suis pas forcé non plus, je voulais juste faire une petite démonstration rapide. Mais en prenant là, le pare B au complet, les 4 bits sont ici, sont distribués sur les 4 broches ici en haut, plus les 4 bits qui étaient déjà positionnés. J'ai repositionné mon peigne pour avoir mes bits. Donc le montage est moins intéressant que l'autre. Plus d'efforts à faire au montage pour obtenir quelque chose de bien. Bon, c'est maintenant terminé pour la démonstration. On a maintenant terminé cette présentation sur les convertisseurs numériques analogiques. Donc, on a vu une façon de le faire avec un amplificateur inverseur, un R2R, le PWM avec un filtre. Donc, pour ces deux-là, on a fait des exemples. On a vu aussi les convertisseurs externes. Et on a terminé, là, comme on disait, par les démonstrations avec le R2R puis le PWM avec un filtre. Bon, pour les performances du PWM avec filtre, on pourrait améliorer si j'avais eu, par exemple, si j'avais utilisé un filtre RLC, on aurait eu sûrement des meilleurs résultats au niveau de l'oscillation à la sortie. Mais bon, pour la démonstration, je pense que c'était suffisant et assez convaincant. À bientôt dans une prochaine vidéo.